Avec Nafosène, l'Afrique va loin. Final kiosque d'Afrique, Malembe, mais vrai. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce grand débat de la presse congolaise. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux grandes plumes de notre presse, deux journalistes que vous allez découvrir par la pertinence de leur analyse dans cette émission. Eh bien, nous allons analyser donc, rentrer dans le fond de l'actualité telle que publiée, telle que éditée, telle que commentée par leurs médias respectifs. D'abord, le premier sujet, nous ramène vers Géopolis Magazine. Nous avons le plaisir donc de recevoir dans le compte de ce journal Patrick Ilunga, qui est un journaliste de Géopolis Magazine. Bonjour Patrick Ilunga. Bonjour cher Philippe Kazadi, bonjour également à mon co-débatteur, bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous avez consacré la une de votre journal au thème de l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et vous dites que cet accord rentre dans sa phase opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Justement parce que l'accord prévoyait la mise en place d'un comité de pilotage, un comité paritaire, c'est-à-dire composé des représentants de la RDC, 5 représentants et 5 autres représentants des États-Unis d'Amérique. Et l'accord prévoyait justement qu'il y ait une réunion 2 fois chaque année. Et donc, c'est au cours de cette réunion-là que des orientations allaient être faites sur les accords, bien quels projets les deux pays, c'est-à-dire la RDC et les États-Unis, allaient prendre, sur lesquels ils allaient mettre de l'énergie et de financement pour faire avancer l'accord. Et bien justement, la première réunion a eu lieu à Washington. C'est pourquoi le Géopolis dit justement que l'accord est entré dans sa phase opérationnelle. Et puis, bon, parce que vous êtes penché plutôt sur cet accord, mais la RDC a toujours signé des accords, des partenariats stratégiques avec différentes puissances internationales. Est-ce qu'il y a une particularité dans cet accord que vous avez pu dénicher? Oui, mais la particularité, c'est que cette fois-ci, l'accord lui-même, ce n'est pas un deal comme on l'a présenté, ce n'est pas un deal autour des mines comme on l'a malencontreusement présenté, c'est un accord cadre. C'est-à-dire que l'accord qui définit justement quels sont on va dire les secteurs dans lesquels la RDC et les États-Unis vont pouvoir évoluer. Justement, c'est cet ensemble-là qui fait que c'est un petit peu différent. Avant, on avait l'accord qu'on présentait comme l'accord du siècle, RDC-Chine, ouais, qui était autour. Le contrat chinois. En contrat chinois, on présentait ça comme mine contre les infrastructures, n'est-ce pas? Okay. Mais cette fois-ci, ça va au-delà des infrastructures, des mines, ça va toucher la sécurité, ça va toucher l'éducation, ça va toucher la coopération, les échanges. Il ne faut pas oublier entre-temps que les États-Unis maintiennent l'accord qu'on appelle AGOA pour une année encore. Donc ça va aller au-delà de simples secteurs miniers, ça va toucher beaucoup d'autres secteurs et ça va justement, il y a aussi une particularité, c'est qu'il fait obligation dans cet accord de commencer la transformation des minéraux au niveau local. C'est-à-dire qu'il y aura dans cette dynamique-là un besoin justement de transfert de technologie. Donc c'est un petit peu la particularité. Bon, vous allez peut-être me dire qu'avec les Chinois c'était aussi dit comme ça, mais c'est différent parce que avec les Chinois, c'est vrai que même dans l'accord, on va dire dans la loi minière, il est dit que les minéraux congolais doivent sortir ici après avoir subi une première transformation. Oui, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour l'instant, ce sont des concentrés qui sortent du Congo. Okay. Mais pour l'instant, je crois que c'est vraiment écrit noir sur blanc qu'il y aura transformation. Bon, on va peut-être croiser les doigts pour que ce qui est écrit soit vraiment ce qui sera fait. Mais pour les citoyens lambda qui nous suivent, ils sont très nombreux à nous suivre à travers notre télé, notre chaîne YouTube Kiosque d'Afrique, et nous leur demandons de pouvoir liker, partager la vidéo pour permettre à l'algorithme de YouTube de pouvoir bien nous référencer. Alors, qu'est-ce que le citoyen lambda peut attendre de cet accord? Parce qu'on a comme l'impression qu'on fait trop de bruit autour de cet accord, mais il n'y a que 2 réunions par an.
Est-ce que c'est pas une machine qui ne va pas tourner, non, qui va tourner très lentement, voulais-je dire? Non, je veux dire que les réunions, c'est justement pour voir ce qui se fait quotidiennement sur le terrain, analyser et possiblement comment réajuster ce qui se fait sur le terrain. C'est-à-dire que les réunions vont se tenir peut-être à écart de 6 mois, mais quotidiennement, il y a un travail qui sera fait et ce sera fait avec les entreprises congolaises. Et justement, les entreprises congolaises, on est dans la logique de partenariat public-privé, mais dans un premier temps, c'est l'État congolais, on va dire les institutions, qui vont bénéficier justement de l'apport des entreprises américaines et le travail se fera quotidiennement, mais on va dire le travail de regarder, orienter, possiblement changer l'orientation de ce qui se fait sur le terrain, se fera sur 6 mois, mais quotidiennement, il y aura un travail justement sur différentes... Donc nous pouvons dire que nous pouvons bien espérer avec le professeur Mkoko Samba qui est en train de mener, de piloter notre équipe, l'équipe des négociateurs congolais, dans le cadre de cet accord, qui va bien préserver les intérêts de la RDC. Bon, en tout cas, il se veut rassurant, mais bon, il y a toujours un degré d'incertitude dans ce qui se fait en politique, mais il faut croiser simplement le doigt pour dire que, parce que les Américains disent, ils le répètent, qu'ils sont très sérieux, et que pour l'État congolais aussi, parce qu'il faut rappeler que l'accord a été signé le 4 décembre, entre l'accord bilatéral, je veux dire, entre les États-Unis et la RDC, c'était le 4 décembre, mais il y avait tout un mois de préparation pour que la RDC aille justement aux États-Unis d'Amérique pour présenter les projets début janvier, c'est-à-dire le 4 janvier, pour présenter les différents projets dans lesquels on va dire la coopération allait se focaliser. Et donc, il y a une certaine intelligence qui est mise autour de ces choses-là. Bon, comme je viens de le dire, il y a une certaine incertitude qui est inhérente à tout projet humain. Mais l'incertitude, Patrick, peut aussi naître du fait que... L'incertitude, je veux dire, l'incertitude, bon, on va la mettre peut-être à 1 ou 2%, mais à 98%, ce sont 2 États qui s'engagent et... Non, mais nous sommes des Congolais. Je voulais plutôt dire que l'incertitude peut aussi naître du fait que les Américains disent qu'ils sont sérieux, donc ils sont sérieusement engagés dans ce partenariat stratégique. Mais est-ce que la RDC a les épaules, a le moyen de pouvoir contracter, pas seulement sur le papier, mais de mettre en œuvre ces obligations dans le cadre de cet accord? Parce qu'il ne suffit pas de dire venez prendre le minerai et puis ils viennent prendre le minerai. Ils doivent quand même, ne fût-ce qu'avoir des études, par exemple, pour savoir c'est dans tel coin qu'ils peuvent trouver tel minerai, dans tel coin ils peuvent trouver tel minerai et telle quantité. Est-ce que nous sommes vraiment en position aujourd'hui de pouvoir donner ces éléments-là dans le cadre de ces contrats aux États-Unis? Bon, déjà que la coopération va continuer, mais dans un premier temps, la coopération a déjà ciblé deux projets majeurs. Il y a d'abord le projet Grand Inga, que vous connaissez très bien. Il y a aussi le principe de continuité, c'est-à-dire de continuer le projet couloir ou bien corridor de Lobito. Il y a déjà des études de faisabilité qui ont déjà été faites, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc même autant pour le projet Grand Inga, autant pour le couloir de Lobito, bien le corridor de Lobito, il y a déjà des études de faisabilité. Donc là, il n'y a vraiment pas de doute parce que si on doit remonter par exemple au projet Grand Inga, ça fait presque 20 ans où des études avaient déjà été faites et même le besoin de financement qui avait été établi autour de entre 10 et 13 milliards de dollars américains pour justement avoir des pools énergétiques capable d'alimenter possiblement toute l'Afrique. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Et il y a déjà 2 projets, pour me répéter, qui ont déjà été ciblés, en dehors de ceux qui vont être faits par après, parce que le comité de pilotage conjoint va continuer. Et il faut préciser que tout ce qui se fera sera décidé au comité qui est paritaire, 5 membres, et qui décide
sur consensus. C'est-à-dire que ce ne sera pas le point de vue américain qui passera forcément, ce ne sera pas le point de vue congolais qui passera forcément, c'est ce qui sera décidé de manière consensuelle qui passera. Ok, mais ça peut-être ça reste sur le papier parce que on sait que... Mais vous êtes sceptique, excusez-moi, je reviens vers vous. J'aimerais présenter celui qui représente Antenne A sur ces plateaux, la chaîne des références, Antenne A, Monsieur Dieu merci Kanda, bonjour. Bonjour cher Philippe et bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour chers confrères. Est-ce que vous avez quand même une idée ou une question, un enrichissement, un commentaire à faire par rapport à ces contrats partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis? Mais moi la question que je me pose, est-ce que du côté du Congo, sommes-nous autant prêts à pouvoir s'engager dans cette aventure? Permettez-moi de le dire comme ça. Être prêt, serait... ne pas connaître le pouvoir Tshisekedi. Le pouvoir Tshisekedi est prêt à aller partout où la paix, partout où ça permettra à la RDC de recouvrir la paix. Et au travers de ce contrat de partenariat, la RDC est effectivement en train de rechercher les voies et moyens pour la paix, particulièrement dans sa partie orientale, parce que, pour ne parler que du volet minerai, parce que c'est aussi, ça fait partie de ce lot du contrat, c'est au niveau de la partie orientale que le sous-sol regorge beaucoup de minerais. Et je crois que Félix Tshisekedi ne va pas lésigner sur le moyen. Lésigner sur le moyen. Déjà, moi j'ai toujours retenu la promesse qu'il avait faite aux Congolais, particulièrement à nos frères et sœurs de l'Est, comme quoi il ne se sentirait réellement et pleinement président que lorsque la partie orientale sera totalement pacifiée. Et au travers de ce contrat, en tout cas, les États-Unis vont pouvoir aider la RDC à pacifier la partie orientale. Mais lorsque le confrère était en train d'argumenter, Patrick Ilunga, j'étais en train de me poser les questions que les citoyens lambda se posent au niveau de la cité. Qu'en est-il maintenant de ce qui devait être fait avec Éric Prince? Parce que là, c'est le gouvernement congolais en partenariat avec le gouvernement américain. Éric Prince, c'est vrai, on a ouï dire que c'est un privé, mais qui a souvent été sollicité par le gouvernement américain pour certaines affaires. Alors, qu'en est-il? Parce que au début de cette histoire, on entendait plus Éric Prince, Éric Prince, Éric Prince. Et on a ouï dire que les éléments d'Éric Prince étaient vers Kisangani. C'est vrai qu'on parlera de la situation sécuritaire aussi à Kisangani, mais on a entendu dire que les éléments d'Éric Prince étaient à Kisangani. Mais qu'en est-il exactement de ces deals-là entre l'État congolais et l'organisation d'Éric Prince? Vous avez non, je n'ai pas vraiment d'éléments. D'abord, avant de répondre à votre question, peut-être une petite rectification. Le Congo, ce n'est pas que des ressources minières dans la partie orientale. Non, nous avons la partie sud, par exemple, le Katanga, nous avons la partie centre, et nous avons aussi, il y a des études au Congo central qui montrent justement qu'il y a des ressources minérales là-bas, et que, bon, en général, il faut dire que la RDC dans son ensemble, c'est autour de 20% d'exploration qui avait été faite depuis des années, depuis les Belges. Donc, il faut peut-être continuer l'exploration. C'est pourquoi il y a par exemple les services géologiques qui ont été mis en place, justement pour continuer l'exploration, parce que on sait que au-delà
de la partie orientale, au-delà de la partie sud, ou de la partie centre, ou bien ouest. Il y a d'autres parties, justement, quand on parle de l'or, ce n'est pas forcément le Katanga, ce n'est pas forcément le Kivu, c'est aussi le côté de Haut-Ouélé là-bas. Donc, la RDC, comme on le sait, vous êtes Congolais comme moi, c'est un scandale géologique. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais par rapport à la question Eric Prince, alors pour ceux qui nous regardent, Eric Prince, c'est des manias de services de sécurité, en tout cas des sociétés privées, hein, services de sécurité, on parle de Blackwater, c'est ça. Mais je reste un petit peu réservé et circonspect sur cette question-là, parce que je n'ai pas entendu un officiel congolais assumer justement une certaine coopération avec cette société privée de sécurité. C'est comme des Wagner, quelque part, mais moi je me réserve, je ne sais pas, en tout cas dans l'accord, sur ce que moi j'ai lu, j'ai pas vu une mention faite à cette société-là. Mais entre nous, Dieu merci, entre nous, Philippe, allez-y. Entre nous, lorsqu'on parle de cet échange minerai contre sécurité, non, les deux se tiennent. Non, l'accord n'est pas... Je ne dis pas exclusivement. Attendez. Je ne dis pas que c'est exclusivement sécurité et minerai. Oui. Non, je le disais d'ailleurs dès l'entame de mon propos que l'exploitation minière était une goutte dans l'ensemble de ce qui va. Donc, ceci dit, je ne vois pas comment est-ce que la paix sera effectivement retrouvée si jamais une certaine influence militaire ne sera pas exercée sur l'agresseur rwandais et ses supplétifs. Donc c'est comme ça qu'on a entendu parler de cette coopération-là entre le gouvernement américain et certaines sociétés de sécurité, dont le Blackwater d'Eric Prince. Parce que moi, je ne vois pas un seul militaire américain fouler le sol de l'Est pour... Non, mais il faut s'y renchérir, excusez-moi Eric, Patrick, il faut dire que même du point de vue du gouvernement, juste après avoir signé cet accord, le gouvernement avait dit qu'on ne peut pas passer à l'exploitation minière sans la paix. Oui, donc pour le gouvernement congolais, la priorité, c'est la paix. Oui. Alors maintenant la question, parce que les deux se tiennent, enfin, les deux parties de l'accord se tiennent. La sécurité, comment le côté économique, on comprend déjà, c'est que la RDC doit donner le minerai et toutes les opportunités aux entreprises américaines pour venir exploiter chez nous. Mais maintenant, du côté américain, qu'est-ce que les États-Unis nous donnent concrètement pour qu'on arrive justement à voir l'aspect économique là, être mis en musique. Parce que sans la paix, tout ce qu'on parle là, partenariat stratégique, tout ça, ça ne sert à rien quasiment. Et surtout, lorsque vous avez dans votre titre là parlé de la phase opérationnelle, ça signifie que opérationnelle, parce que c'est après la phase stratégique, des faisabilités stratégiques, qu'on en arrive à la phase opérationnelle. Donc, on s'élance effectivement sur terrain. Mais où est la paix? Philippe le dit, la condition sine qua non était que le Rwanda, avec ses supplétifs, puisse vider le sol congolais. Parce que tout partirait de là. Non, je pense d'abord que même le gouvernement, hein, à mon sens, est dans un certain tic de langage. On a besoin de la paix, justement, pour continuer, pour faire mettre en place la coopération économique, c'est vrai. Mais pendant qu'on parle ici, il y a des sociétés américaines qui ont déjà acheté des parts à Glencore, par exemple. C'est de l'argent amené ici au Congo. Il y a des sociétés américaines qui ont déjà acté des partenariats avec la Gécamine. La Gécamine, ce n'est pas là où ça tire, c'est dans le sud, justement, sud-est, n'est-ce pas? Donc, c'est des manières peut-être schématisées qui disent ça. Mais s'il y a une entreprise américaine qui veut exploiter le diamant, n'attendra pas que ça arrête de tirer dans le Kivu. Mais je pense aussi que
la paix peut arriver de manière diplomatique. On a vu comment les rebelles se sont retirés d'Uvira. Ouais. Il n'y a pas eu, à notre sens. C'est vrai qu'on entend parler de Blackwater, tout ça. Moi, j'ai refusé d'assumer ça. J'ai peur, en tout cas. Je suis réservé d'assumer ça. Mais on a vu que la pression est venue. C'était une pression diplomatique. Oui. Et par la diplomatie, ils se sont retirés. N'oublions pas qu'il y a quelques années, je crois en 2013, le 1-23 avait été, s'était retiré de Goma. Il n'y avait pas crédit téléphonique. Justement, donc je pense, mais il y a un petit détail, c'est que dans le narratif congolais, et nous sommes congolais, nous devons endosser ce narratif-là. Absolument. On parle beaucoup plus de nos revendications à nous, qui sont reprises dans l'accord. Mais l'accord parle aussi de revendications rwandaises, des FDLR, qui disent par exemple que, si vous lisez l'accord qui a été signé le 27 juin, qui a été entériné le 4 décembre, l'accord cite le FDLR plus de 30 fois. Je crois que c'est 37 fois. Et là c'est la preuve de l'importance qu'on donne à ces fameux FDLR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, actuellement, a poussé la RDC à négocier, en tout cas de manière profonde, avec les rebelles par le processus de Doha. Avec le Rwanda, on est actuellement dans le processus de Washington. Mais ce processus-là a été envoyé aussi à l'Union africaine. En tout cas, l'Union africaine était déjà là, mais on l'a ressuscité encore. Pour prendre le relais quasiment. Pour prendre le relais. Et quand vous suivez le président de la commission de l'Union africaine, il dit que les revendications de l'autre côté sont aussi légitimes. Donc, ils craignent aussi, nous on sait que c'est un prétexte, on sait que les questions... Ça c'est le narratif congolais qui... Non, c'est vrai, ça c'est vrai, c'est un prétexte. Ils s'accrochent aux quelques FDLR résiduels. On parle de 700... Non mais les Congo... qui n'ont jamais attaqué... Attendez un peu Patrick. Le Rwanda. Que le Congo ait signé un accord où il reconnaît plutôt le Congo que les FDLR sont bien chez nous. Et pourtant, non seulement, vous et moi, nous savons que les FDLR n'existait pas. Non seulement, c'est un prétexte. C'est un prétexte rwandais. Non seulement on reconnaît que les FDLR sont là, dans l'accord, il est dit que les deux États, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC, a signé pour dire qu'on cesse de soutenir les groupes armés. Nous aussi, on signe pour dire qu'on cesse de soutenir les groupes armés. Autrement dit, on reconnaît qu'il y avait un certain soutien. C'est le narratif rwandais qui est... Mais nous sommes en diplomatie. Je crois que cette question-là ne devrait pas... Parce que ça, c'est le côté un peu faible de l'accord que brandit très souvent l'opposition. Elle a droit de brandir ce côté faible, parce que c'est des bonnes guerres quand même en politique. Oui, c'est des bonnes guerres. N'oublions pas que l'accord c'était une œuvre humaine. Hein? Tout à fait. Ouais. Et je crois que vous, en tant que journaliste congolais, vous ne devriez pas dire que, alors l'opposition a le droit de brandir cette faiblesse-là, parce que cela ne profite pas à la RDC, parce que c'est ce que a toujours avancé Paul Kagame, comme quoi il envahit souvent l'est de la RDC parce qu'il y a des éléments FDLR qui menaceraient son pouvoir, parce qu'il doit protéger une certaine minorité. Ça, on sait, excusez-moi, Dieu merci, ça on sait que c'est un alibi, c'est un prétexte évoqué toujours par le Rwanda. Mais parce que vous parlez de l'opposition congolaise, mais j'ai dit c'est des bonnes guerres que l'opposition trouve des failles dans un accord signé par un régime qu'elle combat politiquement. Mais maintenant, est-ce que pour la survie de la nation, on devrait adopter une telle attitude? Non, mais attendez, je crois que nous sommes tous ici, nous n'allons pas quand même croire que la position du gouvernement, c'est la parole d'évangile et que tout le monde sait que le gouvernement peut commettre des erreurs. C'est possible. Oui, c'est vrai. Et quand l'opposition tire la sonnette d'alarme,
ce n'est pas qu'elle soutient forcément... Pas la sonnette d'alarme tirée à boulet rouge. Lorsque l'opposition évoque les faiblesses de l'accord, ce n'est pas qu'elle est contre le Congo. C'est justement pour que le gouvernement peut-être fasse mieux. Bon. Et sauvegarde davantage les intérêts congolais. Peut-être, mais dans ce que vous appelez opposition, c'est un ensemble hétérogène. Hein. Il y a des gens qui s'appellent l'opposition armée, ce sont des rebelles. Non, c'est une nomenclature qui n'existe pas dans notre arsenal juridique. L'opposition armée, ça n'existe pas chez nous. Hein. Non, je dis ceci. Il y en a qui s'appellent. Oh, ok. Mais ce sont des rebelles. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ce sont des rebelles. Maintenant, dans ce que vous appelez opposition là, et il y en a qui prennent un petit peu fait et cause pour les ennemis du pays. Exactement. Et ça interroge quand même, parce qu'il faut faire la distinction entre le régime et le pays. Voilà. Ici, le président Tshisekedi, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il se bat pour le pays. Ouais. Il représente peut-être un régime, mais il se bat pour le pays. Donc, absolument. Peut-être qu'il faut... Il ne s'agit pas forcément... Moi, je pense simplement qu'il faut s'inspirer des Américains. Un Américain, qu'il soit démocrate, qu'il soit républicain, lorsqu'il s'agit des intérêts américains, et puis ça, ils ont une ligne. C'est une question aussi de la formation, même depuis l'école primaire, pour apprendre aux enfants. Oui. Mais non, comme on nous éterniser sur le sujet, on en a plusieurs. Moi, ce que je voulais demander, parce que vous avez quand même fait un article sur ces partenariats, est-ce que... maintenant, l'aspect sécuritaire, vous avez écho de quelque chose? Rien n'est fait jusqu'à présent sur l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'il y a déjà une sorte d'organisation mise en place pour commencer maintenant les discussions en ce qui concerne l'aspect sécuritaire? L'aspect que nous, Congolais, attendons des États-Unis. Parce que ce qui est discuté là, c'est ce que les États-Unis attendent de nous. Oui. Voilà. L'aspect sécuritaire... quand l'accord cadre a été signé, l'aspect sécuritaire avait été mis dans ce qu'ils appellent un mémorandum d'entente. C'est un protocole d'accord. Hein? Okay. C'est comme des principes. Ouais. Maintenant, il faut justement qu'au niveau économique, les choses se précisent pour commencer les discussions au niveau sécuritaire opérationnel. Comme il y a eu déjà le début opérationnel, on va dire sur papier, hein, la réunion du comité de pilotage, on peut imaginer, en tout cas on va poser la question à monsieur le ministre de l'économie, le VPM, quand il sera de retour, pour voir si ces questions-là sont avancées, mais elles attendaient ces questions, elles attendaient l'aspect économique soit mis en place, et on peut imaginer qu'avec ce qui s'est passé hier, pendant qu'on enregistre, hier à Washington, la question sécuritaire est aussi avancée. Mais un petit quelque chose que j'allais ajouter, c'est que au-delà de tout, il faut dire que les États-Unis sont dans une sorte de boulimie maintenant des minéraux stratégiques. On voit contre la Chine aussi. Contre la Chine. C'est vraiment ça le point, parce que les États-Unis ont beau crier contre l'Iran, contre la Russie, le grand ennemi, en tout cas le grand adversaire, c'est la Chine. Et la Chine au Congo, elle s'est installée. La Chine, c'est le premier partenaire commercial du Congo avec plus de 50% des minéraux. Et la Chine aujourd'hui, c'est vraiment le pays qui raffine 80% quasiment des minéraux stratégiques. Et les États-Unis veulent justement mettre un petit peu d'équilibre, parce que ceux qui auront accès aux minéraux stratégiques seront la superpuissance, bien sûr. Disons, comment la RDC va-t-elle gérer les deux puissances, la Chine et les États-Unis, sur son sol, qui seront en train de se tirailler autour de nos minerais? Vous voyez les scénarios. Donc, comment ça va se faire? Est-ce qu'il n'y aura pas une puissance qui marchait sur le plate-bande de l'autre, et puis pouf, ça éclate à partir du Congo? Oui, mais c'est à craindre parce que au finish, ce qu'on peut craindre, c'est que la RDC ne se transforme en une terre, un champ de bataille où les superpuissances se battent justement. Mais encore une fois, quand on pose la question aux gouvernants, en tout cas à ceux qui gouvernent, ils disent que nous sommes dans la logique de diversification des partenaires. Au même moment, le partenariat, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, le partenariat avec la Chine a été élargi en 2024, si je ne me trompe pas, a été élargi.
Au même moment, la RDC a signé avec les États-Unis, la RDC a signé avec l'Égypte, avec la Belgique, avec le Kazakhstan, avec toutes ces puissances, en tout cas toutes ces nations-là, pour affirmer justement la nouvelle orientation qui est de diversifier les partenaires, pas exclusivité d'un partenaire, mais diversification. La RDC, on s'y tient là-dessus. Donc, Kanapoy, vous avez un mot à placer par rapport à cette crainte que j'aimais de voir le Congo ne pas être à mesure de gérer les deux puissances. Et puis, en parallèle, Patrick Long a dit tantôt ici que dans l'accord, on ne parle pas que de minerais qui se retrouveraient dans la partie occupée par la rébellion. Les minerais sont un peu éparpillés partout, même au Congo central, il y en a. Ouais. Alors, est-ce que les États-Unis ne peuvent pas nous jouer un faux jeu, un mauvais tour de venir exploiter là où ça ne tire pas, et puis pendant ces temps, non, mais je ne pense pas que les choses se passent comme cela, parce que les Américains ne viendront pas en RDC comme sur une terre conquise, comme si venir exploiter un bien sans maître. Non, la RDC est maître de tout ce qu'il y a sur son sol et sur son sous-sol, et que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine ou je ne sais moi quel autre pays qui vient exploiter quoi que ce soit ici, c'est par rapport aux termes définis dans le contrat. Chaque nation chaque puissance aura un contrat particulier avec chaque puissance a, mais Félix Tshisekedi était il y a 2 ou 3 jours au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis. Et là-bas aussi, il a signé. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si Géopolis avait exploité cette information-là. Il y en a qui ont dit carrément que c'en était fini pour le Rwanda. En tout cas, le carnet d'adresses dont on avait besoin, et finalement Tshisekedi a tous les carnets, tout seul. Tous les carnets d'adresses, il les a maintenant. Donc je ne pense pas que les États-Unis et la Chine viendront se faire la guerre sur notre sol pour l'exploitation de nos matières premières. Mais ok, on peut tout dire, on va arrêter ces sujets s'il vous plaît. C'est très intéressant, même pour ceux qui nous suivent. Mais on peut tout dire, on ne peut pas renier au chef de l'État sa détermination par la diplomatie à pouvoir apporter, restaurer la paix dans l'est de notre pays, que le Congo recouvre l'intégrité de son territoire, mais surtout malmener Paul Kagame. Justement. Il est le chef d'État en train de réussir, effectivement, à malmener Paul Kagame, parce qu'on n'a qu'à suivre ses déclarations pour s'en rendre compte que le gars est franchement au pied du mur. Mais justement, peut-être un petit mot, hein, si vous me permettez. Rapidement. Oui, si vous me permettez, c'est vrai qu'on a toujours dit la Chine, mais pendant qu'on dit la Chine, il y a Ivanhoe qui est canadien, ici. Ouais. Il y a Glencore qui est suisse, ici. Oui. Il y a Kibali qui est, je crois, anglais et puis sud-africain, ici. Donc je crois qu'il y a la possibilité, et le président de la République a même signalé, il y a quelques mois, que la RDC a récupéré 30 000 km² de gisements miniers, on va dire des carrés miniers, qui peuvent être donnés justement à d'autres partenaires. Donc, il y a la possibilité, et comme vous dites que le président a malmené Paul Kagame, oui, Paul Kagame qui était toujours flegme, très calme, maintenant c'est quelqu'un qui se perd, dont il parle par-ci, il parle par-là. C'est le signe justement que peut-être que la pression est en train de vraiment faire mal du côté de Kigali. Et dans la région, il ne faut pas oublier, dans la région, peut-être il y a une réconfiguration de partenariat. Parce que si vous regardez l'Ouganda, ils ne sont pas forcément avec les États-Unis actuellement en coopération militaire. Si vous regardez le Rwanda, il y a eu même arrêt des coopérations avec l'Angleterre, qui a été toujours la mère nourricière. Donc les choses peuvent changer. Voilà. Vous avez un tout petit commentaire? On change. Allez, voilà. Non, mais c'est justement, il vous souviendra par rapport à la diplomatie du président de la République. Félix Tshisekedi, sur les ondes de nos confrères de Top Congo, d'ailleurs c'est la vidéo, c'est cet extrait-là qui devient viral depuis hier,
par rapport à ce que, par rapport aux propos élogieux de Donald Trump envers Tshisekedi. On va revenir sur ces propos. En tout cas, c'est pour dire que ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qu'avait promis Félix Tshisekedi, comme quoi Kagame, pour ne parler que de l'homme de Kagame, il s'est bombé la torse. En tout cas, il était pratiquement le grand seigneur en RDC parce qu'il n'avait pas du répondant. Il n'y avait personne qui pouvait tenir devant lui. Et Tshisekedi avait dit que il l'a dit que j'étais ce Congolais-là qui allait s'élever pour faire face à Paul Kagame. Et aujourd'hui, on est en train de voir les résultats. Paul Kagame devient il fait des sorties médiatiques jusqu'à dire que la communauté internationale traite les présidents de la République comme un enfant gâté. Ok, merci beaucoup. Dieu merci, Kandampoï. Alors, nous allons passer à la dernière, je ne sais pas si c'est la toute dernière, mais par rapport à ce qu'a publié Antenne A, la communication de Jacquemain Chabani. Nous avons diffusé. Vous avez diffusé. Ouais. Oui, la communication de Jacquemain Chabani par rapport à l'apparition de Ibalanki aux côtés de M23. Mais en attendant, on écoute d'abord le VPM à l'intérieur et puis on va faire le commentaire sur ce plateau. Oui, nous attendons recevoir l'élément sur Jacquemain Chabani qui parlait justement qui dénonçait justement l'apparition de Claude Ibalanki aux côtés de M23. C'est lui-ci qui était même un ancien, je crois, un ancien ambassadeur itinérant du président de la République Félix Tshisekedi et qui il était même coordonnateur du mécanisme en conjoint de suivi de l'accord de... Oui. Voilà, donc aujourd'hui il se retrouve du côté de M23. Écoutons d'abord le ministre de l'Intérieur. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, comment Ibalanki a pu échapper au contrôle de nos services de renseignement pour se retrouver là-bas? Est-ce que nos services ne savaient-ils pas que ces messieurs étaient déjà un danger pour la République? Mais écoutez d'abord les ministres et puis on va revenir faire les commentaires ici. Bon, ce n'est pas une situation politique proprement dite. D'abord, il faut corriger. Cadre dans une organisation politique, c'est par rapport à des fonctions qu'on occupe. La personne dont vous parlez n'occupe aucune fonction au sein de l'Union sacrée, donc il n'en a jamais été cadre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes suffisamment informés sur l'initiative prise par le Rwanda et ses supplétifs M23 et principalement son agent Monsieur Joseph Kabila, à vouloir congoliser leur mouvement d'agression en République démocratique du Congo. Donc, nous avons suffisamment d'informations qui nous renseignent sur des sommes d'argent mises à disposition et des initiatives d'identification et de sensibiliser certains nationaux congolais qui malheureusement sont en perte de vitesse, surtout nationaliste et idéologique, pour rejoindre ce mouvement d'agression. Aujourd'hui, après que le Rwanda ait publiquement et solennellement reconnu qu'il est l'acteur majeur de l'agression de la République démocratique du Congo, vouloir intégrer dans ce mouvement des faire-valoir pour faire croire à l'opinion que cette agression-là est un mouvement de Congolais. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une action menée au malheur et au détriment de la République démocratique du Congo par une armée étrangère, l'armée rwandaise. Et on constate, on va les identifier au fur et à mesure, la semaine qui va commencer ici et les jours qui viennent, un certain nombre. Nous venons de suivre là Jacquemain Chabani, le VPM à l'intérieur, un élément qui a été diffusé par Antenne A, la télé de référence, je crois la première télévision privée de la République démocratique du Congo. 35 ans. 35 ans déjà, bravo. Alors, Dieu merci Kanda, c'est vous qui avez pu
publié cette information, quel commentaire d'emblée vous avez à nous faire là-dessus? Déjà, quand moi je me pose la question, comment Ibalanki a pu échapper à nos services de renseignement notamment, pour se retrouver là-bas? Bon, déjà, moi je suis journaliste, je ne suis pas le porte-parole de l'ANER, encore moins de la DEMIAP, mais tout ce que je peux dire pour répondre à votre question, certainement que nos téléspectateurs aussi se posent la même question, mais écoutez, si vous posez cette question-là pour Ibalanki, vous la poserez aussi pour Daniel Safou et tous les autres. Magie, pour effectivement tous ces mondes-là. Mais en tout cas, nous ne sommes pas dans un état policier, un état gendarme où on doit, je ne sais moi, empêcher. La Constitution de la République consacre la libre circulation de citoyens. Mais ce que moi j'ai pu un peu entendre du vice-premier ministre, même lorsque l'on diffusait cet élément-là au niveau de notre chaîne Antenne à télévision, lors du conseil de rédaction, il y a des amis qui s'est posé un peu de questions par rapport au dire du patron de l'intérieur, de la sécurité. C'est bien lorsqu'il balaye d'un revers de la main la qualité de cadre à Ibalanki, reconnu par certains à Ibalanki, comme quoi il n'était pas cadre du DPS. Ça, c'est bon. Mais pas de l'union sacrée, parce qu'il n'a pas de fonction. Tout à fait, tout à fait. Mais lorsque le VPM dit que nous sommes informés, le gouvernement de la République est informé des sommes, de colossales sommes d'argent qui ont été débloquées par le Rwanda pour corrompre donc le Rwanda et congoliser la rébellion. Donc il veut nous faire croire que même Ibalanki avait été corrompu. Mais lorsque vous êtes déjà au parfum d'une telle information, quelles dispositions aviez-vous prises pour empêcher que les buts pour lesquels ces sommes-là ont été débloquées ne soient atteints? Mais en tout cas, mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Donc, ça, je crois que c'est un aveu d'échec. Il ne devait pas dire ça. Il aurait peut-être pu se limiter à ne pas reconnaître la qualité de cadre du parti UDPS ou plateforme Union Sacrée, mais pas aller jusqu'à dire et tout ça. Donc, ceux qui sortent du territoire national, il y en a qui sortent avançant la raison de maladie, avançant telle raison. Mais écoutez, maintenant, je sais que vous n'avez pas posé cette question-là, mais non, allez-y. On n'a plus assez de temps. Vous avez suivi Ibalanki lorsqu'il était ensemble avec Nanga, Bertrand Bissimo et consort. Qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les propos, un peu, excusez-moi, je suis journaliste, mais congolais, je qualifie ces propos-là d'ineptes, de ridicules. Il donne cette anecdote-là, comme quoi un enfant à qui on prive à manger, il va chercher à aller manger ailleurs. Il va quand même pas mourir de faim au nom d'une certaine loyauté. Et au nom d'une certaine loyauté. Et il ajoute, il dit, même un joueur, lorsqu'on le garde est mis au banc. sur le banc à vie, mais il faut qu'il se trouve une autre équipe. Et Ibalanki, tel qu'il est là vraiment... L'équipe qu'il a choisie, c'est les M23. Père de famille qu'il est-ce que c'est réfléchi? Ne serait-ce que, je ne dis pas pour aller dans d'autres raisons, mais ne serait-ce que par la logique. Par la logique. Est-ce qu'un monsieur comme ça, un monsieur de sa trempe, peut réfléchir comme ça? Donc, parce que peut-être chez Tshisekedi, il n'avait plus du boulot. Clairement, il n'a plus été nommé. Okay. Il ne se retrouve plus aux affaires. Et du coup, il rejoint la rébellion. Vous voyez qu'il est des Congolais ici, même des journalistes, des confrères et des consoeurs qui soutiennent cette rébellion-là. Et si vous
entendez, vous avez entendu Ibalanki? Non, parce que il était sans emploi. Ça, c'est sa raison pour laquelle il a rejoint l'FCM 23. Nanga, lui-même, le coordonnateur, il dit parce qu'on lui avait ravi les carrés miniers. Diongo, c'est parce qu'il n'a pas été nommé après qu'on lui soit fait sortir de prison. Et en tout cas, tout ce monde-là, Safou, c'est parce qu'il n'a pas été d'abord élu ici, et Moïse Katumbi ne lui donnait plus rien de quoi manger. Alors, il s'est dit, allez, je vais aller... Non, mais c'est ridicule. Alors, c'est ridicule. Avant de poursuivre, revenons d'abord au propos un peu du ministre de VPM à l'intérieur. Hein. Il dit que des sommes d'argent, le gouvernement est au courant des sommes d'argent mises en jeu par le Rwanda pour donc corrompre, à lire entre les lignes, corrompre les Congolais qui vont aller donc congoliser la rébellion. On peut imaginer quand est-ce que le gouvernement a su cela. Parce que s'il a su avant, d'où l'intervention des services de sécurité qui devrait être mise en branle pour dire, bah, attention, il y a une somme d'argent qui est mise en place par Kigali pour corrompre les Congolais en vue de congoliser la guerre. Oui. Et nous savons qu'au niveau international, ces narratifs-là ne passent pas. Oui. Alors, Kagame veut gagner vraiment ce terrain. Les services devraient donc commencer à suivre à la loupe les politiciens particulièrement, voir surveiller leur mouvement le mouvement et déplacement pour les arrêter. En tout cas, même qu'ils sortent. C'est pas question d'avoir un état policier. Hein. Cher confrère, moi je n'entre pas dans le secret des dieux, mais en tant que quelqu'un de réfléchi, je pense que le VPM de l'intérieur a suppité, il s'est fait des idées, il a analysé et il a déclaré comme ça que nous sommes au courant parce qu'on se dit mais ces gens-là ils ne vont pas là parce que même les petits enfants de la maternelle savent que Corneille Nangaa lui-même sait qu'il n'arrivera jamais à Kinshasa. Il sait qu'il n'arrivera jamais à Kinshasa. Non, mais attention, il ne faut pas minimiser l'adversaire. C'est très dangereux ça. Attends, comme attitude de responsable. Ces temps-là où l'on pouvait se réveiller un matin, faire une petite rébellion, espérant qu'on arriverait jusqu'à Kinshasa, c'est révolu. C'est révolu. Parce que le seul qui avait réussi ça, c'était Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et Mouzé avait bénéficié de certains soutiens, aussi bien à l'externe qu'en interne. Et le pouvoir datant, le pouvoir de l'époque était totalement fragilisé, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Okay. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut... Moi, je crois que l'approche doit être contextuelle. Il faut voir les contextes dans lesquels Mouzé avait réussi à renverser Mobutu et que Nangaa et tous ces rêveurs-là n'arriveront jamais. Ils le savent. À lire, je vais donner la parole à Patrick, mais à lire déjà, à les attendre, donner les raisons qui le pousse à rejoindre la rébellion, Nangaa pour le carré minier, Ibalanki le tout dernier pour n'avoir pas été nommé, il n'avait plus d'emploi. Pour manque d'emploi. Ouais. Et donc on peut aussi dire que tous les chômeurs congolais peuvent aller là-bas. Allez-y comprendre. Alors maintenant, est-ce qu'on peut imaginer que ces gens-là, même ne fût-ce que par ces mobiles-là, ont envie d'arriver à Kinshasa? Non. Alors peut-être qu'ils veulent seulement rester là-bas, avoir les carrés miniers, et voilà, se faire de exactement. Patrick Ilunga. Non, je pense que il ne faut pas minimiser ce que je pense parce que ce n'est rien n'est nouveau parce que depuis 30 ans, lorsque Kagame et Museveni, on va dire, instrumentalisent Mouzé Kabila, qui avait aussi des raisons de combattre Mobutu, mais il a été instrumentalisé dans ce combat rwandais-là. Rien n'a changé. Depuis toujours, des cadres congolais ont été mis en avant pour masquer le côté rwandais. Il ne faut pas minimiser. Donc, et pour Claude Ibalanki, je ne pense même pas qu'il faut le
c'est vrai que le pouvoir essaie de minimiser, hein, c'est normal, c'est de bonne guerre, mais est-ce qu'il vaut vraiment Daniel Safou? Avec tout le respect que je peux avoir pour Daniel Safou. Je pense que non, parce que Claude Ibalanki était... ambassadeur itinérant du chef de l'État. Ambassadeur itinérant, il était au mécanisme, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord. Ce qui représentait quand même une dizaine de pays qui avaient signé. Donc, il devait avoir une certaine... Son carnet d'adresse aussi. Son carnet d'adresse. Mais ce qui est triste à la fin, c'est de voir même les arguments. Même la conviction n'est pas là. Voyez-vous, donc c'est... pourquoi je ne suis pas utilisé, un enfant qui ne mange pas. C'est pourquoi certains disent qu'au Congo, il n'y a pas d'homme politique. Hein? C'est peut-être une caricature, mais des gens ont dit ça. Les Abdoulaye Wade ont dit ça. Pourquoi? Parce que les gens se battent pour un pouvoir, pour un poste. Franck Diongo, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit. Donc, c'est triste de voir une génération comme ça, et j'espère simplement que ça va changer. Mais simplement, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, disant que le VPM a supputé. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le VPM ait supputé parce qu'il a quand même... des informations. Il chapeaute. C'est lui le patron des services et renseignements, quand même. Et si vous regardez bien, le Congo a beau être un canard boiteux selon certains, mais les services de sécurité, c'est parmi les choses qui marchent bien. Et le VPM... Ah, mais non, attention, il ne faut pas aussi jeter des éloges comme ça. Les services de sécurité marchent bien dans ces pays? Bon, je cite en tout cas un ancien sécurocrate, comme on dit. Ok. Donc, Mobutu, il dit non. Parmi les choses qui marchent bien au Congo, il y a les services de sécurité. À toute l'époque de Mobutu. À tout nous. Non, c'est pas à tout nous, ça doit être Nimi, vraiment de Mobutu, de l'ancien. Non, ça marchait sous Mobutu ou sous Tshisekedi. Non, moi je sais simplement que, selon ce qu'on entend, hein, selon les dires, que les services de sécurité, en tout cas, marchent bien. Mais attendez, même à ce niveau-là, même s'il faut considérer que le service marche bien, mais comment les services ont su que Paul Kagame a mis un gros paquet pour congoliser la rébellion, mais on n'a pas su anticiper. Parce que justement, vous le dites, que le départ des gens comme Ibalanki ne peut pas être minimisé. Mais est-ce que Ibalanki était où justement? Il était au Congo? Il est parti. J'ai entendu un cadre politique dire qu'il a tout vendu, tous ses avoirs, avant de partir. Oh, il a tout vendu. Je crois bien que ça doit être Augustin Kabouya. C'est là on l'empêche. On ne peut pas peut-être dédouaner les services de sécurité, que l'anticipation est une arme, en tout cas, dans la sécurité. Absolument. De la même façon, on a vu que, sans confirmer, on a vu que des généraux, hein, avec toutes les arrestations qu'il y a, donc il y a un certain dynamisme dans l'anticipation, mais pourquoi avec les autres, on est surpris? Moi, j'étais surpris le jour où, au détour d'une querelle politique, le parti de Nanga, parce que Nanga a formé un parti politique avant d'aller en rébellion. Le parti politique de Nanga a fait une déclaration qui était le narratif du Rwandais. Ça m'avait tiqué. Et quelques mois après, on le voit créer justement un mouvement rebelle. Alors je me demandais, Nanga qui était ici, comment on n'avait pas pu anticiper? Les Jean-Jacques Mamba, moi je pouvais tout imaginer, mais pas voir Jean-Jacques Mamba dans la rébellion. Et si vous voyez même ce Jean-Jacques dont vous parlez là, c'est parce qu'il était candidat ici. Ah ouais. C'est au lendemain de la publication des résultats de législatives qu'il a traversé. Qui s'est retrouvé rebelle. Dites-moi, s'il avait été élu, il n'y serait pas. Il serait ici. Mais il aurait été ici avec des acquaintances. Avec la rébellion. On n'aurait pas découvert, peut-être. Ça aussi, c'est possible. Hein. Peut-être. C'est possible. Parce que quelqu'un qui traverse, ce n'est pas quelqu'un à qui on a fait la cour aujourd'hui. C'est peut-être des contacts qui datent de quelques mois. N'est-ce pas? Donc, ça aussi, on ne peut pas dédouaner les services de sécurité sans leur donner des leçons. En tout cas, on pense que l'anticipation est une arme. Mais Patrick, je ne sais pas. Lorsque l'on entend certains propos de clergé catholique, par exemple, pour ne pas citer l'abbé Donatien Cholet. Vous pensez que les propos de l'abbé Donatien Cholet, si, justement, surtout ces deux-là, si c'était, excusez-moi, si c'était des citoyens lambda, si c'était même des journalistes comme vous et moi, qui tenaient des discours comme ça, à dédouaner le Rwanda,
à se faire, entre guillemets, idiot au point de dire que les propos de cette... qui avait été tenue par une représentante à l'ONU, il dit c'est des l'IA, il dit réseaux sociaux. Non, il n'était pas informé. Il n'a pas dit ça, il a dit que il ne peut pas faire un commentaire sur une communication qui n'a pas suivi. Et vous l'avez vu, sincère? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'IA et que lui-même en est victime au monde des images. Non, il n'était pas informé et c'est dommage pour lui. Et vous trouvez ça sérieux? Qui commente l'actualité, beaucoup. Il n'avait pas été informé. Bon, Pourquoi les services de sécurité ne cherchent-ils pas, ne serait-ce qu'à l'approcher un peu? On va quand même pas arriver. On va quand même pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? On va quand même pas arriver à ce niveau-là. Ils sont au-dessus de la loi. Non, ça dit quoi? Je me rappelle même que le cardinal avait été invité. Non, c'est les cardinals qui avaient été invités et cela avait fait tollé. Comme quoi, d'accord. S'ils devaient aller répondre, on nous signale là-bas que tous les fidèles catholiques allaient... On n'a plus assez de minutes. James, James Mouka, notre réalisateur, nous allons passer au troisième sujet de ce débat de presse sur Kiosque d'Afrique. L'actualité au-delà de titres. Et nous demandons à tous ceux qui nous suivent, bien entendu, de pouvoir liker, de partager cette vidéo, ce lien, de l'aimer et de commenter également, parce que là, vous nous soutenez, vous nous appuyez et vous demandez, enfin, vous facilitez le travail à l'algorithme de YouTube de pouvoir bien nous référencer. Nous allons parler de la circulation à Kinshasa. Bien, il faut le dire, c'est aussi un sujet qui a vraiment intéressé la rédaction de Géopolis. Il faut le dire que depuis un temps, depuis quelques jours, la circulation à Kinshasa est devenue très fluide, mais ce n'est pas parce que les choses vont bien, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un vaste contrôle qui a été lancé par le gouverneur de la ville et les services de transport du pays pour contrôler les documents, le permis de conduire, la vignette, l'assurance et le contrôle. Des contrôles techniques qui n'en est même pas un. Je crois que c'est pas du contrôle technique. Voilà. Et donc c'est cette situation qui a intéressé la rédaction des Géopolis et Patrick Ilunga. Vous avez... Oui, parce que... Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet? Oui, mais quand vous regardez d'abord au niveau institutionnel, le président de la République, dans le discours sur l'état de la nation, ça fait 2 années de suite que le président de la République vient parmi les on va dire ça comme ça, les maladies qui gangrènent la société quinoise, la société congolaise. Il y a les questions d'embouteillage. Alors les questions d'embouteillage, ce n'est pas seulement, comme le dit le président, ce n'est pas seulement une certaine gêne, hein. Non, ça freine même la productivité économique. Ah, vous prenez cet aspect-là? Oui, c'est justement ça. Et le président l'a dit aussi. Okay. Ça freine la productivité économique. Quand vous regardez par exemple quelqu'un qui est bloqué dans les embouteillages 4 heures du temps sur un jour, ça fait, je crois, 20 heures du temps sur 5 jours. Ça fait, au-delà, ça fera même 800, si mes calculs sont bons, 800 heures sur une année. Ça freine justement la productivité. Et il y a un plan directeur, je crois, pour le transport urbain à Kinshasa qui a évalué les pertes, en tout cas sur une année, sur l'année, à 3 milliards de dollars. Okay. À 3 milliards de dollars. Et il y a une firme française qui a évalué au niveau africain les pertes sur tous les pays africains, parce que c'est un mouvement, c'est un phénomène urbain, à 314 milliards de dollars américains, ces pertes-là. Alors, la question d'embouteillage nous renvoie justement à la figure, le fait qu'on a négligé ce qu'on appelle peut-être le mix de transport, hein, parce qu'il faut transport au niveau routier, mais le réseau ferroviaire a été négligé de abandonné depuis longtemps. Abandonné, on voit même des bâtisses d'institutions. Oui. Bâti sur le rail. Oui. Je ne vais pas citer, mais marcher du côté, filer du côté au commandement, sans vous filer, vous verrez justement qu'il y a, je ne parle même pas des particuliers, des institutions. Je parle des institutions de l'État qui ont bâti, justement, qui ont tué le rail.
Et c'est important aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a, quand vous allez du côté Massina là-bas, vers quartier 5 Mapela, vous verrez justement qu'il y a rénovation du rail, l'État met de l'argent dessus, mais ça nous rappelle qu'il y a urgence. Aujourd'hui, ce qui se fait à Kinshasa est à saluer quand même. Il y a le projet avec le gouverneur, le projet qui doit couvrir 2000 km de la voirie urbaine. De la voirie urbaine. Kinshasa, c'est 4000 km de la voirie mais parce urbaine. que vous parlez même de la voirie urbaine, parce que je dois donner cette information. Hier, pas plus tard qu'hier, on a démoli, dans le cadre de l'élargissement de la voirie et de l'aménagement de cette voirie, ce qui est une bonne opération. En tout cas, moi, sur ça, je salue Daniel Bumba, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un manque de coordination entre les autorités de la province, la SNEL et la Régie des eaux. Parce que comme hier, le poteau de la SNEL et les tuyaux de la Régie des eaux ont été des tuyaux troués, inondés des quartiers, à Massina, et des poteaux... Même chez moi à Lemba. Voilà, donc ça passe un peu partout comme ça. L'action est bonne, mais il faut continuer à préserver le bien-être de la population, en ce qui concerne par exemple le courant et l'eau. Mais continuez dans votre lancée. Bon, l'action, en tout cas, je peux abonder avec votre parenthèse, l'action n'est pas bonne du tout, parce que si elle était bonne, on aurait tiré des leçons. Pourquoi? On dit que Kinshasa, c'est autour de 9000 km², et que la partie occupée est de moins de 3000 km². Mais la partie qui est inoccupée actuellement, du côté de Tsele-Maluku, est en train d'être occupée de manière anarchique, sous les yeux de tout le monde. Et là, on ne dit rien. Sous les yeux de tout on le monde. attend que les gens... On va sursauter 50 ans après pour commencer à démolir des gens qui ont acheté, des gens qui ont eu l'autorisation de bâtir. Alors, c'est un désordre son nom, mais je pense simplement qu'aujourd'hui, il est important de revenir, même d'utiliser le fleuve. Pourquoi pas? On a la voie navigable qui est là, qui peut partir. Alors, sur ce sujet, parce qu'on aussi, franchement, qu'on est quasiment à la fin, Dieu merci Kanda, vous, un point de vue, et notamment, pourquoi les Quinois ont du mal à payer, à s'acquitter des devoirs? Le permis de conduire, le contrôle technique, l'assurance et même l'autorisation des transports, tout ça. Pourquoi? La question... Parce qu'on a l'impression que, depuis qu'on a lancé cette opération, les véhicules ont séché la voie publique. Justement, la question c'est, après qu'ils auront payé, à quoi servir où ira cet argent-là? Ah donc... c'est ça la grande question. Au gouverneur de pouvoir nous rassurer. Mais je vous dis, en tout cas, je ne veux pas aller... je ne peux pas creuser. Mais en tout cas... vous pensez que les kilomètres qui sont construits à Kinshasa sont construits avec l'argent de qui? Ce qui est construit à Kinshasa, rassurez-vous, ce n'est pas, dans la grande majorité, ce n'est pas le gouvernement provincial. Non, mais c'est le gouvernement national, on est d'accord. Mais il faut, on est journaliste, il faut dire à nos compatriotes d'avoir ce qu'on appelle le civisme civique, le civisme mais on veut bien, aussi. On veut bien. C'est les cas, chers confrères, c'est les cas de ces mamans qui sont dans des marchés, qui payent tout le jour de taxes. Et si vous allez voir là où elles vendent, mais c'est tellement insalubre. Que fait-on avec cet argent-là? L'argent qu'on prend à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais vous dire. Vous savez que Bumba a la rasquine. La rasquine dans les DGA. Et comment il s'appelle? Fils Moukoko. Vous sautez le DG, vous parlez du DGA. Parce que je les connais très bien et je vois, et je l'ai souvent vu, tout le matin. Il saute les DG. Il se ramasse les DG. Là où il... C'est suspect. Bref, il y a la rasquine, il y a l'AGEP, l'Agence nationale de gestion et d'embellissement des espaces publics, tout ça, et vous voyez ce qu'on fait de cet espace-là qui est resté entre les petits boulevards et les grands boulevards, le long du boulevard Lumumba. Alimenter partout là-bas. Allez voir ce qu'on en fait. Mais je vous dis, et aujourd'hui, en fait, j'ai vu une vidéo d'un, je ne sais moi s'il est ministre provincial ou quoi, de Bumba, qui dit que les locataires doivent commencer à
payer, je ne sais moi, l'impôt sur le... Comment on appelle ça? Le prélèvement sur le... Oui. Garantie locative. Non, la garantie locative. même pas garantie, sur le loyer. Le loyer, oui. Sur le loyer. Le loyer. Il y a une taxe comme ça. En dehors de ça, il dit pour aller... heureusement que moi, je l'ai déjà fait. Pour le mariage civil, il faut payer. Mais tout ça, ça sert à quoi? Le problème, c'est ça. Si les usagers de la route, là, les propriétaires des véhicules, voyaient que l'argent qui est payé, on voit effectivement ce à quoi ça servirait, je crois que les choses iraient mieux. Alors, ce qu'il faut dire ici, Dieu merci, Kanda Patrick Ilunga, c'est que le gouverneur de la ville doit savoir que il y a un problème de confiance, donc, voilà, qui se pose entre l'hôtel de ville et la population qui passe. Donc, maintenant, il doit envoyer des signaux pour justement gagner, une fois de plus, la confiance de la population quinoise, afin de voir comment les gens vont pouvoir payer ces taxes et tous ces droits. Alors, maintenant, il y a l'organisation future, excusez-moi la réalisation, 2 minutes, l'organisation future de l'élection du secrétaire général de l'OIF. Le Rwanda a déjà présenté la candidature de Louise Mushikiwabo pour un 3e mandat. Et le gouvernement congolais a levé l'option de candidater aussi à cette instance-là même. Depuis, il y a des noms qui circulent. Je vois, on parle de Isidore Kwanja, qui était dans l'organisation des Jeux de la francophonie. On parle de Denis Mukwege, de Thérèse Kaikwamba, l'actuelle ministre des Affaires étrangères, et également de Christophe Lutundula. Est-ce que est-ce qu'il y a une personnalité, parce que j'ai vu un sondage aujourd'hui en ligne, il faut que je voulais vous la poser la question ici, est-ce qu'il y a une personnalité qui est pour vous inspirante pour bien défendre la République du Congo à ce niveau-là? Bon, je pense d'abord que un secrétaire général de la francophonie, il ne défend pas forcément la RDC. Hein. Il aura peut-être l'influence du Congo, mais c'est quelqu'un qui va défendre le français, la culture française, la démocratie dans tous les pays francophones. Et c'est des postes qui ont été occupés par des gens très emblématiques comme Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, Michael Jean, qui avait, je crois, la casquette aussi du président, hein, je crois, du Canada là-bas, d'origine haïtienne. Moi, je verrais bien Thérèse Kaikwamba. Mais Thérèse Kaikwamba, il se trouve qu'elle fait bien son travail en tant que ministre des Affaires étrangères. Okay. Et du point de vue de l'aura, je vois, à part Thérèse Kaikwamba, je vois Denis Mukwege. Mais il faut dire simplement, ça, ce sont des supputations des Congolais. C'est pas de toute façon, c'est le président de la République qui va désigner la personne. Ce n'est pas les institutions qui ont décidé qui ont porté... Il n'y a pas encore un choix. Justement, là, ça arrive au mois de juin pour candidater. Moi, en tout cas, j'ai un faible pour Thérèse Kaikwamba. Mais je la vois bien encore ministre des Affaires étrangères ici. Je vois... Il y a une certaine guerre au niveau des instances, on va dire des structures régionales dans lesquelles nous partageons des sièges avec le Rwanda. Le Rwanda, on l'a vu au CRGL, on l'a vu au CASC. Le Rwanda s'est retiré même à la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc, on attend voir, peut-être que quelqu'un d'autre sortira du chapeau. Mais, Dieu merci Kanda, vous avez un choix? Le choix par rapport à ces quatre noms, Isidore Kwanja. Déjà, Isidore Kwanja, il faut l'écarter. Donc, parce qu'il avait Christophe Lutundula, Denis Mukwege et Denis Mukwege, il faut notamment l'écarter parce que, vous savez, on parle du secrétaire général de la francophonie, mais croyez-moi, il y a plus de la politique là-bas que tout ce que vous entendez là. Donc il faut un fin politicien pour pouvoir savoir où mettre ce pion et ainsi de suite. Et donc Denis Mukwege, il est bon pour la médecine,
alors il faut le laisser. Prix Nobel de la paix quand même. Ah bah oui. Et oui. certains même disent que Denis Mukwege, en tant que prix Nobel de la paix, ce serait le rabaisser, de le ramener à l'OIF. Tout à fait. Et donc... mais il a été donc là, il reste à dire que comme selon Dieu Thérèse Kayikwamba, elle est très, très... C'est d'ailleurs, après, moi je l'avais toujours dit, vous le savez très bien, que en dehors de Moutamba comme ministre de la Justice et garde de Sceaux dans le gouvernement souminois, je ne voyais que Thérèse Kayikwamba. Et donc, Thérèse Kayikwamba doit rester à son poste aussi longtemps que Tshisekedi sera président de la République. Thérèse Kayikwamba devra rester à ce poste-là. Les affaires étrangères. Pourquoi ne pas en faire la future première ministre? Alors, il ne reste plus que Christophe Lutundula, qui est un fin politique, surtout qu'il a eu à assumer pendant un bon moment les fonctions de vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il connaît un peu ce rouage-là. Et il était aussi premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui s'occupe de la diplomatie parlementaire, et aussi même au niveau de l'APF, Assemblée parlementaire francophone, quelque chose du genre. Donc il est aussi bien introduit dans ces milieux-là. Il a toutes les chances, il a toutes les cartes en main pour pouvoir... et si en tout cas nous devons jouer la carte de la responsabilité et pas de Tadam ou de la passion, la RDC devrait faire en sorte que la candidature de Christophe Lutundula soit portée à ce poste-là. Alors, ça c'est la parole de Dieu merci Kanda, et c'est avec cette parole que nous mettons fin à ce débat de la presse. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, remerciez James Mouka qui nous a conduit du côté de la technique, Karine Dembo, que je ne vois plus, qui était assez occupée de nous ici sur le plateau avec toutes les caméras, une dame efficace, et Andrea qui est aussi derrière le caméra. Merci pour tout le travail. Si vous avez aimé aussi cette émission, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de la commenter, parce que c'est une bonne façon pour vous de pouvoir nous aider. Je crois que nous allons pouvoir maintenir cette équipe. J'ai senti les débats étaient enrichissants et houleux sur tous les sujets d'actualité. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, peut-être le même jour, pour un autre numéro. Pourquoi ne pas nous faire rejoindre par d'autres confrères, d'autres rédactions, parce qu'on a vraiment besoin de la chaleur de journalistes dépassionnés qui vous donnent des analyses objectives et généralement neutres. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous dans Kiosque d'Afrique, l'actualité au-delà des titres. Au revoir. Besoin de prier. Avec une info saine, l'Afrique va loin. Final Kiosque d'Afrique, Malembe,